là, vous avez ici le spectre de RMN d'un mélange naturel. Ce spectre de RMN comprend entre 200 et 800 raies de résonance. Et ce spectre, eh bien, l'objectif, c'est de le comparer avec les spectres de RMN de produits de référence que nous avons enregistrés au laboratoire et qui sont compilés dans des bibliothèques de spectres construites justement au laboratoire. Donc, vous avez ici le 200 à 800 raies de résonance, ici chaque molécule de 10 à 40 raies de résonance. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire ça tout seul, tranquillement. Donc, on a développé un logiciel au laboratoire qui nous permet de connecter n'importe quel spectre expérimental avec n'importe laquelle des bibliothèques que nous avons construites et qui nous permet, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, c'est d'identifier donc les molécules qui sont présentes dans le mélange. Alors, afin d'éviter toute ambiguïté, cette méthode d'analyse n'est pas destinée à remplacer les méthodes conventionnelles, mais au contraire, elle est tout à fait complémentaire. Vous savez sans doute que les techniques comme autre chose, c'est comme les pièces de monnaie. Quand il y a le pile, il y a le face. Eh bien, dans le cas de la RMN, son gros avantage, eh bien, c'est la fiabilité. Je vous ai dit que les molécules organiques sont toutes constituées de carbone. Donc là, on regarde directement le squelette carboné. Donc, on peut revenir à l'empreinte digitale. Très grande fiabilité. Et son grand défaut, c'est qu'on a une sensibilité bien moins bonne qu'avec des techniques comme la spectrométrie de masse, par exemple. Quoique maintenant, avec les appareils de plus en plus puissants qu'on obtient, cette sensibilité augmente de manière considérable. On passe maintenant à quelques exemples. On va commencer par les menthes spontanées que l'on trouve en Corse. Alors justement, pas la menthe arvensis. La menthe arvensis, c'est celle qui est cultivée et qui donne ce menthol-là avec sa bonne odeur mentholée que l'on trouve aussi bien dans les chewing-gums, les sirops, les dentifrices, tout ce qu'on veut. Et en Corse, par contre, on a ces quatre menthes qui sont là. Et on va voir un petit peu que contiennent ces menthes quand on prépare, par exemple, les huiles essentielles. Bien, la menthe Pouillot de Corse contient donc la pulégone, qui est ici avec une forte teneur. Bon, je vous donne les noms, mais vous voyez les schémas, c'est aussi bien. Avec une très forte teneur, tout à fait classique, il n'y a pas d'originalité à ce niveau-là. De même, la menthe aquatique, que l'on reconnaît facilement avec sa tige rouge, eh bien, le composé majoritaire de l'huile essentielle, c'est le menthofurane. Ici aussi, on est dans du classique. Et par contre, l'intérêt de du travail qu'on a réalisé, c'est qu'en utilisant justement la RMN, on a pu mettre en évidence un certain nombre de composés qui n'avaient jamais été décrits dans les menthes. Vous avez ici au bas des diapos, les publications qui correspondent au travail considéré, et par conséquent, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous me le direz à la fin, puis je peux vous faire passer les articles correspondants. Alors, plus intéressante maintenant est le cas de la menthe Suaveolens, pour laquelle on a deux sous-espèces, la Suaveolens qui est assez générale, et puis l'espèce Acularis qui est endémique à la Corse et à la Sardaigne. Donc, vous voyez qu'ici, l'échantillonnage que nous avons fait un petit peu partout en Corse. Ces deux sous-espèces sont différenciées par leurs aspects botaniques, donc que ce soit la couleur des fleurs, la taille et la couleur des feuilles. Surtout ce pétiole, c'est là, c'est ce caractère-là qui permet le mieux de différencier les deux sous-espèces. Et à ce niveau-là, je voudrais en profiter pour rappeler que nous ne sommes pas du tout botanistes, et par contre, il faut bien que l'on soit sûr sur des plantes sur lesquelles on travaille. Et je voudrais en profiter pour remercier les personnes qui nous aident dans ce domaine. Quand on a des soucis, eh bien, on va voir que ce soit Guillaume Paradis, Carole Pias ou maintenant Laetitia Hugo et toute son équipe à l'Office de l'environnement qui nous mettent sur la bonne voie et qui évitent qu'on fasse éventuellement des erreurs au niveau botanique. Donc merci à ces personnes-là et nous aurons encore besoin d'elles pendant longtemps. Eh bien, on retrouve les molécules classiques qu'on avait auparavant dans la menthe Pouillot, par exemple, mais à côté de ces molécules classiques, on a observé la présence de cette lactone, de méthylène lactone, avec des teneurs vraiment importantes. Et cette lactone, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a jamais été trouvée dans aucune menthe. En fait, c'est la première fois qu'elle est trouvée dans un produit naturel. Et cette lactone est vraiment un marqueur donc, pour la sous-espèce Acularis.
Et d'ailleurs, on peut le voir, je vous disais tout à l'heure qu'au niveau botanique, on a parfois des difficultés pour identifier les sous-espèces. Vous voyez ici un échantillonnage assez conséquent, puisqu'il y a 30 à 35 échantillons pour chacune des sous-espèces. Et vous voyez que les deux sous-espèces se différencient parfaitement par leur composition chimique. Et en fait, seule la sous-espèce insularis contient cette alpha-méthylène lactone, qui est donc vraiment un marqueur pour cette plante. Quelques mots sur le romarin que l'on a en Corse et Sardaigne d'ailleurs, je devrais dire. Et dans ce romarin, on a l'habitude d'appeler ça le romarin à verbénol, et effectivement, cette molécule est présente dans l'huile essentielle de romarin, avec une fourchette de pourcentage assez large, avec deux autres composés qui sont le pinène et l'acétate de bornyle. L'acétate de bornyle étant la molécule qui en fait donne l'odeur agréable de ce romarin. Alors, là, on avait fait une étude très détaillée qui n'avait jamais été faite auparavant. C'est effectivement ces trois molécules qui sont toujours les molécules prédominantes. Quand ici, on a travaillé pied par pied, d'où cette fourchette assez large. Par contre, quand on prend du romarin qui est fait industriellement par les producteurs d'huile essentielle, donc en Corse en particulier, et ces gens-là font d'excellents produits, eh bien, la fourchette de la verbénol est plutôt comprise entre 4 et 8%, et c'est ce qui est observé sur les produits qui sont commercialisés, et ça correspond tout à fait à la teneur moyenne de ce romarin. Donc, ici, je vous ai marqué les molécules qui sont les molécules majoritaires du romarin corso-sarde qui est là, et du romarin continental que vous avez ici. Donc vous voyez qu'à part le pinène, eh bien, les deux composés majoritaires sont très différents. En particulier, le romarin continental contient du camphre, qui est une cétone, et lorsqu'on utilise des huiles essentielles contenant des cétones, eh bien, il faut être beaucoup plus prudent que lorsqu'il n'y en a pas, ce qui est le cas du romarin corso-sarde. Et vous imaginez bien qu'en voyant ces composés majoritaires très différents, eh bien, on comprend aisément que les deux romarins puissent avoir des propriétés également différentes. Alors, comment on situe ces romarins dans le pourtour méditerranéen? Eh bien, le romarin à verbénone, on l'a, je vous disais donc en Corse et en Sardaigne, en fait, tout le romarin qu'on a en Corse et en Sardaigne, enfin, non introduit évidemment, est un romarin à verbénone, mais il a été trouvé ponctuellement dans d'autres pays. Ensuite, bien, au Portugal, il y a un romarin complètement différent. Et le romarin classique à camphre et cinérol, eh bien, on le retrouve un petit peu partout. Alors, concrètement, cette différence qu'il y a pour le romarin corso-sarde, eh bien, il y a quand même un aspect financier intéressant, en ce sens que l'huile essentielle de ce romarin est vendue, disons, plus ou moins 2 fois plus cher que l'huile essentielle du romarin continental. Passons maintenant à l'hélicryse. Alors, ce travail a été réalisé par nos collègues chimistes de Corté, et vous voyez que dans l'huile d'hélicryse, Helichrysum italicum, eh bien, on retrouve des molécules terpéniques comme on a eu l'occasion de la voir, mais également, cette huile essentielle contient ces molécules ici, cette famille de molécules qu'on appelle des dicétones, et dont on pense que ces dicétones sont responsables de l'activité particulière de l'hélicryse, de l'huile essentielle d'hélicryse, en particulier sur l'activité anti-hématome. Mais autant que je sache, et là je sors de mon domaine de compétences, je ne pense pas que en fait, ça a été démontré. Mais comme ces molécules sont vraiment spécifiques et qu'on ne les trouve que dans l'hélicryse, disons qu'on peut penser qu'elles ont forcément, enfin qu'elles ont une action qui contribue fortement à l'action de la plante. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les résultats qui ont été trouvés par nos collègues cortenais. Vous voyez que l'hélicryse de Corse a une composition qui est très proche de celle de Sardaigne et de l'archipel toscan, avec une teneur élevée en composés oxygénés et une teneur élevée en dicétones. Alors ici aussi, ce sont des pieds individuels qui ont été traités. Quand on prend des huiles essentielles industrielles, on est plutôt entre 4 et 8, voire 10% de dicétones. Par contre, quand on regarde l'hélicryse de Toscane, et puis ça correspond à peu près à l'huile essentielle qui était produite auparavant dans l'ancienne Yougoslavie, eh bien, vous voyez qu'on a beaucoup moins de produits oxygénés et beaucoup moins de dicétones, et c'est probablement ce qui fait que cette hélicryse corse-sarde est très recherchée. Alors là, je reviens un petit peu à un aspect plus chimique des choses. Eh bien, je vous disais que l'ARMN est un outil d'analyse performant. Ben voilà, ici, on a eu à traiter un extrait xanique de feuilles d'olivier. Eh bien, on a pu
sans faire aucune séparation, et je crois que c'est là le point important, identifier les 3 composés majoritaires présents dans cet extrait. Vous voyez que ce sont des molécules à 30 atomes de carbone, donc pas facile à identifier, et on a pu les identifier et les quantifier sans faire aucune séparation, d'où un gain considérable en temps.